deux défis, je dirais, qui s'opposent à moi dans mes fonctions, mais qui s'opposent de manière plus générale à tous ceux qui s'intéressent aux questions de droits de l'homme, aussi aux décideurs politiques dans nos États membres en particulier. Le premier défi, c'est faire en sorte que les personnes qui vivent sur le continent européen, dans les États membres du Conseil de l'Europe, bénéficient effectivement des droits et libertés qui sont garantis par nos instruments juridiques. Alors je pense bien sûr à la Convention européenne des droits de l'homme, mais il y en a d'autres, la Charte sociale pour ce qui concerne les droits sociaux, la Convention sur la bioéthique par exemple. Alors, la première priorité qui est d'assurer la protection effective des droits de l'homme, c'est bien évidemment tout ce qui est ce qu'on appelle les droits civils et politiques, le droit à la vie d'abord, évidemment, le droit à la sûreté, le droit à la liberté de circulation, le droit à la liberté d'association, d'expression. C'est des droits qui peuvent paraître pour certains acquis, mais ça n'est pas encore nécessairement partout sur le continent européen. Une autre catégorie de droits que malheureusement on a tendance à oublier parfois, c'est les droits sociaux, qui sont pourtant essentiels, parce qu'à mon avis, on ne peut pas vraiment avoir d'exercice plein et entier, y compris des droits civils et politiques, si on ne bénéficie pas en même temps de conditions de vie décentes. Et de ce point de vue-là, un sujet qui, je pense, mérite beaucoup d'attention dans la période actuelle, après la crise de 2008, c'est effectivement c'est tout le problème de l'exclusion sociale et de la pauvreté. Pour moi, une priorité par rapport à ces différents droits, c'est les groupes vulnérables dans la société. Les minorités, de quelque nature qu'elles soient, mais aussi les enfants, des groupes sociaux qu'on a parfois tendance à oublier, y compris peut-être dans nos activités, aussi au sein du Conseil de l'Europe, les personnes âgées, les handicapés. Je crois que c'est vraiment les groupes sociaux qui méritent une attention particulière. L'idée, c'est de contribuer à un bien-être, je dirais, dans la société, à un développement d'une société épanouie, tolérante, respectueuse des uns des autres, où au niveau individuel, chacun bénéficie pleinement de ses droits, et au niveau collectif aussi. Et puis il y a une deuxième catégorie de défis, qui est tout ce qui est lié au nouveau développement économique, nouveau développement aussi technologique. Et on parle beaucoup de l'intelligence artificielle qui retient de plus en plus l'attention de notre organisation, mais il y a aussi la biomédecine, les nanotechnologies. Voilà, il y a sans arrêt dans la société des développements qui se posent et auxquels notre mission, c'est d'essayer d'apporter des réponses de manière à ce que les droits individuels soient garantis. Le deuxième défi que j'appellerais plus un combat idéologique en un sens à mener, c'est le fait qu'aujourd'hui, on constate malheureusement que des voix se font entendre pour dire que le système des droits de l'homme n'est pas un système qui amène des progrès, des avancées pour les personnes, mais au contraire est un vecteur de menace pour les personnes, en faisant valoir qu'à travers le système des droits de l'homme, on remet en cause l'identité des pays, leur identité culturelle, en favorisant le multiculturalisme. Et ça, je trouve que c'est vraiment un phénomène très, très inquiétant. Et je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment encore saisi toute la dangerosité de ce discours, hein. Mais je crois qu'on doit faire très très attention et préparer un contre-argumentaire pour expliquer ce qu'ont apporté les droits de l'homme en 70 ans à l'Europe. Ça a quand même été un vecteur de progrès pour tous les domaines de la société, pour toutes les catégories sociales. Les avancées qu'on a fait en termes de liberté individuelle, en termes d'indépendance du système judiciaire dans nos États membres, de lutte contre la torture, l'abolition de la peine de mort qui a été obtenue sur tout le continent européen. Ce sont quand même des réalisations très très substantielles. Le deuxième argument, c'est de montrer aussi les dangers de cette propagande anti-droits de l'homme qui se fait, parce que finalement, c'est une idéologie qui consiste à opposer les uns aux autres, à opposer les minorités soi-disant agissantes par rapport à la majorité soi-disant silencieuse, ou présenter les migrants comme une menace pour les sociétés européennes. C'est un vecteur vraiment d'affrontement dans la société qui sait, au stade ultime, éventuellement même conduire à des conflits. Alors je crois que c'est important que nos concitoyens aussi réfléchissent un peu à ce qu'il y a derrière cette idéologie en termes de menaces pour leur propre bien-être. On
ne peut pas attendre au niveau international, européen, que le Conseil de l'Europe, à lui tout seul, règle tous ces problèmes. Nous sommes le catalyseur, nous sommes l'organisation qui conçoit les outils, les développe, mais après, les outils doivent être utilisés. Et ça ne peut être fait qu'avec l'aide des gouvernements de nos États membres, les différentes institutions nationales qui ont à voir avec la protection des droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme, les institutions nationales des droits de l'homme, les parlements nationaux, les pouvoirs locaux. Et en interne, je crois qu'il y a le même effort de travail collectif à mener. Alors, à travers une action conjointe entre les différents départements pour créer des synergies entre les différents secteurs, se renforcer les uns les autres dans nos activités, échanger aussi sur nos expériences respectives, mobiliser les collègues. Je crois que c'est très très important dans le travail qu'on fait, à la fois les collègues ici au siège du Conseil de l'Europe à Strasbourg, mais aussi beaucoup avec nos collègues qui sont sur le terrain, parce qu'ils sont quand même nos mains qui sont là, sur place dans les États membres pour faire connaître nos instruments, relayer nos campagnes, nos programmes d'action. Et ce travail, je dois dire, n'est pas toujours très bien connu, peut-être même pas toujours apprécié à sa juste valeur. Donc, si j'ai un message à faire passer, c'est aussi pour les remercier de leur aide et de leur soutien et leur dire que j'ai la détermination de travailler beaucoup en liaison avec les bureaux sur le terrain. Oui, la fierté, oui. Des fois aussi de la frustration, d'avoir le sentiment que notre travail n'est pas toujours reconnu, ou qu'on n'a pas nécessairement non plus les moyens pour faire notre travail, parce qu'on pourrait faire beaucoup de choses, mais très souvent, quand on discute d'un projet avec les collègues, on est très rapidement confronté à la question des moyens, les moyens humains, les moyens financiers. Donc, si on veut avoir une action crédible, en ce sens qu'elle a un impact sur le terrain, ben il faut des moyens quand même à la hauteur des ambitions. Sinon, c'est quelques gouttes d'eau. Et l'enthousiasme, je crois qu'il faut l'avoir, parce que c'est un travail qui n'est pas comme un autre travail, à mon sens. On a la chance de faire un travail très motivant, avec des causes à défendre, des gens à aider. Donc, je ne peux pas imaginer qu'on fait ce travail si on n'est pas motivé. Ça, je crois vraiment que c'est la clé de notre action et la clé de notre réussite, je dirais.